Alors, une transformation digitale, ça impacte bien évidemment l'organisation et les processus. Ça impacte le savoir, le savoir-être et le savoir-faire, bien sûr, dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, lorsqu'on est en relation avec les clients. Ça impacte la technologie, ça implique la technologie. Et pour faire fonctionner tout ça, il faut une dose massive d'acceptation et de mise en œuvre du changement, donc de conduite du changement, d'où l'importance de bien faire les choses. Le but, c'est de faciliter l'appropriation donc de nouvelles pratiques, de nouveaux modes d'organisation et de nouvelles relations avec l'environnement. Alors, les objectifs, j'en ai distingué deux ici qui sont différents et je vais vous montrer cette différence. C'est les aspects stratégiques et les aspects opérationnels. Le stratégique, c'est chiffrer le but à atteindre, le rendre objectivable, le rendre réel, bien sûr, pour qu'on puisse le mesurer, parce que c'est de l'évaluation de cette mesure qu'on pourra tirer des enseignements et faire évoluer les choses. Donc ici, on va vraiment chiffrer le but à atteindre. Ça ne dépend pas que de l'entreprise, ça dépend aussi de son environnement. Et bien sûr, on va dater, avec une date de début, voire de fin, voire une fréquence, on va dater cet objectif stratégique. De même, l'objectif opérationnel, lui, va au-delà du résultat, il est dans l'action concrète qui va nous permettre de nous rapprocher du but, mais c'est bien sûr mesurable pour l'évaluation et l'enseignement également. Et là, par contre, c'est 100% sous le contrôle de l'entreprise, même si on fait appel à des sous-traitants, on est quand même maître de la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Et bien sûr, on est avec des dates de début, de fin, et voire des fréquences. Donc ça, c'est important. Voilà quelques exemples d'objectifs stratégiques. Alors, je suis resté relativement générique sur les termes. Vous pourrez les relire. Alors, j'en profite pour vous dire que vous aurez bien sûr tout le diaporama à l'issue de cette session. Vous pourrez le télécharger directement en ligne. Donc, améliorer la productivité commerciale de 10% au premier trimestre. Alors, on peut se mettre d'accord au préalable sur ce que c'est que la productivité commerciale. C'est par exemple faire tant de propositions supplémentaires ou tant de... Voilà, donc on aura défini, je suis resté volontairement générique sur ces termes. Améliorer la satisfaction du client vis-à-vis du SAV, par exemple, de 5% à telle date. Accéder à la vision unique du parcours client ou au dossier unique du parcours client pour telle date. Améliorer de 10% la navigation sur le site. Voilà par exemple des exemples d'objectifs stratégiques. Lorsqu'on passe aux exemples opérationnels, on est vraiment avec des verbes d'action. Auditer les processus commerciaux au premier trimestre, parce que pour améliorer ma productivité commerciale de 10%, ce qui est mon objectif stratégique, mon objectif opérationnel va être d'auditer, entre autres. Il peut y avoir bien sûr plusieurs actions qui vont rentrer en ligne de compte dans l'amélioration de cette productivité commerciale et entre autres auditer les processus commerciaux. De même, on peut former, pour augmenter la satisfaction du client vis-à-vis du SAV, on peut former au CRM les 12 personnes du SAV pour telle date. Alors, tout à l'heure, je parlais de vision unique. Pour avoir la vision unique, il faut avoir un référentiel client unique, donc pour pouvoir agréger l'ensemble des données qui vont nous permettre de suivre le parcours du client, suivre sa fiche et pouvoir avoir une meilleure connaissance de ce client. Mettre en production l'espace client le 30 mars, parce que là, on va fluidifier la communication. Donc, on est bien dans une action ici qui dépend de l'entreprise. Produire 8 webinaires de formation interne au premier semestre. Alors ça, dans la conduite du changement, les formations internes sont importantes. Et puis, réaliser par exemple des A/B testing sur X pages du site web selon une fréquence déterminée. Parce que, voilà, c'est encore une action ici. Donc, on est bien dans de l'opérationnel, des objectifs opérationnels. Alors, pourquoi est-ce que tous ces objectifs, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels, sont importants? Parce qu'ils vont nous permettre de définir la roadmap et le plan d'action. Je ferai une distinction ensuite entre roadmap et plan d'action, mais sans avoir défini préalablement ces objectifs, on va avoir un petit peu du mal à définir cette roadmap et ces plans d'action. Ça va permettre de faire un focus sur ce qui dépend de l'entreprise, notamment parce que vous l'avez vu avec les objectifs opérationnels, on est au cœur des actions à mettre en œuvre. Ça va permettre de diminuer le stress des équipes projet. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a conduit cette roadmap et ces plans d'action, on a un certain nombre d'éléments qui vont permettre de rassurer les équipes puisqu'elles savent ce qu'elles doivent faire précisément.
même si tout doit être réévalué régulièrement. Ça va augmenter la confiance, la cohésion de l'équipe projet, et ça va augmenter également la satisfaction de cette équipe projet, parce qu'à chaque fois qu'on va réaliser une tâche qui a été concrètement exposée dans le plan d'action, par exemple, eh bien, on va pouvoir valider cette tâche. D'une part, ça permet de s'assurer de passer à la suivante, mais également, c'est toujours un motif de satisfaction. C'est un petit peu comme lorsqu'on est sur une checklist, vous savez, on s'est fait une to-do list, et à chaque fois que je règle quelque chose, je diminue mon stress parce que je vois que j'avance, je progresse, ça me permet d'avoir une certaine satisfaction dans mon travail. Alors, comment prioriser les objectifs? Ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que lorsqu'on met à plat un petit peu tous les objectifs pour atteindre les objectifs, enfin les objectifs opérationnels, toutes les actions pour atteindre les objectifs stratégiques, eh bien, va se poser des priorisations, hein, des ordonnancements. La première des règles, c'est bien sûr le rendement, c'est-à-dire d'avoir, en fonction des gains et des coûts, le meilleur choix possible. Donc on voit ici sur le cadran que les premiers à prendre en compte, c'est ceux qui ont bien sûr, qui maximisent le rendement, les gains, pour un minimum de coûts. Ensuite, on passera à ceux qui ont un revenu toujours important, même si les coûts sont plus élevés. Et ensuite, on passera à ceux qui ont un revenu un peu moins important ou moins important avec des coûts moins importants. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est celui de l'interdépendance et de l'ordonnancement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous devez faire dans un cycle logique. C'est difficile, par exemple, de mettre en place du marketing automation si vous n'avez pas les données qui sont prêtes pour ça. Alors, j'ai mis ici RCU, référentiel client unique, mais tout du moins, il faut avoir une certaine qualité dans ces données pour pouvoir les importer dans un marketing automation et pouvoir le faire fonctionner. C'est des exemples concrets, hein, c'est du cas, c'est du vécu. Typiquement, ça ne sert à rien de s'intéresser à une DMP si on n'a pas de trafic web sur son site. Si on n'a pas de trafic sur son site. Et puis, autre aspect important dans ces considérations qui sont liées aussi parfois au coût, c'est les ressources et le temps nécessaire. Donc c'est un aspect de compétences et de technologie. Alors le but de la roadmap, c'est de positionner l'entreprise et ses dirigeants en visionnaires, parce qu'on a évoqué cette stratégie dans l'épisode 1, donc positionner l'entreprise, indiquer une direction, c'est piloter en deuxième point les développements et augmenter ainsi la rentabilité de l'entreprise, et puis c'est tracer une direction pour fédérer les équipes. Je viens d'en parler là sur ces équipes, mais on a parlé des équipes projet, mais c'est l'ensemble des équipes et l'ensemble de l'entreprise. Alors une roadmap, c'est différent d'un plan d'action, je vais y revenir. La roadmap est plus stratégique, le plan d'action est beaucoup plus opérationnel. C'est une feuille de route qui donne une illustration graphique simplifiée, qui va permettre de communiquer. Et cette illustration graphique, on y retrouve systématiquement ce type de choses, c'est-à-dire qu'on a un point de départ aujourd'hui, on veut aller à un point d'arrivée à telle date, et on va passer par certaines étapes, du pourquoi, du quoi et du comment, le tout bien sûr selon une échelle de temps, une certaine échelle de temps, avec un horizon, je vais revenir ensuite, un horizon qui n'est pas forcément à court terme. Donc dans le pourquoi, on va définir les objectifs stratégiques, le marché, les cibles, les applications possibles de nos offres et services au sein du marché, de la concurrence par exemple, donc de l'environnement. Le quoi, c'est nos réponses. Nos réponses par rapport à ce marché, nos offres, et puis le comment, c'est quel business model et quelle solution, quel service on va mettre en place. Vous retrouverez donc tout ça sur le diaporama et vous aurez ces informations. Alors, une roadmap n'est pas forcément à trop court terme. Le plan d'action, lui, pourra l'être en fonction des objectifs, mais la roadmap, elle est plutôt à moyen terme, voire à un petit peu plus long terme. On va faire au moins 2 scénarios dans une roadmap, c'est-à-dire un réaliste et un pessimiste. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, lorsqu'on définit une stratégie, forcément, on va mettre en place des objectifs stratégiques qui doivent tenir compte de l'environnement extérieur dont on n'est pas maître. À partir de ce moment-là, si on n'est pas maître de l'environnement extérieur, de la concurrence, de l'évolution du marché, de tout un tas d'aléas qui peuvent être sociaux, politiques, etc., on n'a pas la maîtrise totale de tous les éléments, donc on peut avoir plusieurs scénarios possibles.
La roadmap n'est pas une mesure prédictive, je ne sais pas parce que je décide un certain nombre de choses et que je mets des actions, donc que tout va se réaliser. Alors, plusieurs domaines, plusieurs types de roadmap. On peut avoir des roadmaps stratégiques, des roadmaps commerciales, des roadmaps produits, des roadmaps de management. Donc, on peut faire des roadmaps sur tout un tas de domaines qui impactent une vision, qui nécessitent une vision, qui impacte une transformation dans l'entreprise. Et ces étapes de transformation dans l'entreprise, elles peuvent s'intégrer donc avec cette notion de conduite du changement, parce que lorsqu'on définit des choses, parce qu'on veut aller vers un endroit précis, comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin de définir, mais on va avoir besoin de le traduire, parce que tout le monde dans l'entreprise n'a pas le même langage, ne va pas interpréter les choses de la même façon, donc on va avoir besoin de le traduire. Ensuite, on va avoir besoin de le valider, de le mettre en œuvre service par service. On va avoir besoin de le tester et de le faire évoluer immédiatement. Voilà les grandes étapes, je dirais, de cette conduite du changement. Donc, c'est bien sûr, on va chercher l'adhésion à chaque fois de l'ensemble des équipes pour pouvoir définir, traduire et valider. Ça, c'est évident. Mais le test, la recette et l'évolution immédiate sont systématiquement nécessaires parce qu'on ne pense pas toujours à tout lorsqu'on définit notamment des cahiers des charges et lorsqu'on met en place les éléments, les réponses. Et puis, il y a un process d'amélioration continue qu'il faut toujours avoir en ligne de compte, c'est que tout est à date de péremption. En fait, on a toujours besoin de revenir sur un certain nombre de sujets et dans la transformation digitale, on y est confronté au quotidien parce que les techniques évoluent tellement rapidement qu'on a besoin de se remettre en cause très régulièrement. Alors, voici une trame de roadmap que vous pourrez reprendre. Marché, cible, objectif stratégique, offre de valeur, ça c'est le premier point à définir. Et puis ensuite, on va avoir plusieurs domaines, produits, services, environnement, technologie, ressources, qu'on va faire évoluer et qu'on va voir, qu'on va positionner sur la roadmap. Vous voyez, ici, j'ai mis aujourd'hui, j'ai mis 2018, 2019, 2020. Contrairement à un plan d'action où on va être beaucoup plus précis dans les termes, notamment dans les dates. Ici, on est relativement large au niveau de l'intervalle de date. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une roadmap, donc c'est une illustration simplifiée qui nous indique la direction à prendre et selon les grands domaines qui sont situés ici sur les différentes lignes. Alors, illustration de roadmap que vous pouvez trouver sur un site roadmunk.com qui vous permet d'avoir des trames et donc des illustrations et des graphismes différents. Alors, le plan d'action, en quelques mots, le plan d'action matérialise, lui, la roadmap. Il vient en complément de la roadmap parce qu'il la précise. Il indique donc des indicateurs de mesure pour le suivi d'avancement et de la performance des travaux, quelles tâches on va mettre en place, quelles ressources, quel budget, bien évidemment, qui de façon nominative va réaliser ces tâches, qui va être en charge de ces tâches, qui va les piloter. Et là, on va avoir un calendrier avec un ordonnancement et une interdépendance des différentes tâches qui vont être très précises, contrairement à ce qu'on avait sur la roadmap. Et puis, on va mettre des jalons, on va faire des points d'analyse de risque. On va essayer d'anticiper ces risques en mettant des jalons. On va faire un focus sur le court et le plus long terme. Et on n'a pas tout à fait forcément la même audience que pour la roadmap. La roadmap s'adresse à tout le monde, mais précisément au top management. Elle peut s'adresser aussi, elle peut donner une indication aux clients, alors que le plan d'action, lui, il est vraiment pour les équipes opérationnelles dans les différents secteurs de l'entreprise. Alors, quelques petits mots sur Amabis, puisque certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Alors, on a une approche globale, on est spécialisé sur le data management et on a une approche globale à la fois transversale, c'est-à-dire qu'on a une vision d'organisation, une vision humaine et technologique dans l'entreprise. Vous comprenez un petit peu pourquoi on fait ce type de webinaire également. On a une approche métier, un métier qui est à la fois marketing, commercial, système d'information et législatif. Quand je dis législatif, c'est réglementaire, parce qu'aujourd'hui, la protection des données et l'environnement réglementaire et législatif évoluent fortement, notamment en Europe. Nous sommes conseil, éditeur et intégrateur sur cette partie qualité de données, où on est à la fois prestataire et éditeur, donc on équipe nos confrères, et bien sûr on fait des prestations correctives et préventives.
Une BU référentiel client unique, CRM et business intelligence, parce qu'on fait des scores, on fait de l'analyse de parcours client, on a des analyses descriptives et prédictives. Alors, bien sûr, on est présent sur tous les secteurs d'activité parce que, que ce soit dans le domaine des collectivités locales, bien sûr dans le domaine de la banque assurance, de l'automobile, du retail, du service, on gère des clients, on gère parfois des usagers, enfin on les appelle plus trop comme ça maintenant, mais on gère donc des bases de données dans lesquelles il y a besoin de cette qualité de données, de cette infogérance, de marketing automation notamment, et bien sûr de business intelligence. Voilà. Le prochain webinaire, c'est le 21 février, je vous en ai parlé. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne de Data Management Amabis. Et l'épisode 4 sera donc le 21 février. On va pouvoir maintenant, voilà, je suis à 1 minute près, je suis dans les 15 minutes promises. Et on va pouvoir ouvrir la session de questions-réponses. Voilà, donc les changements. OK, pas de questions. Alors n'hésitez pas, hein, parce que sur le précédent webinaire, on m'a mis dans les commentaires, on n'a pas bien compris pourquoi ceci, cela. Alors, vous avez tout le loisir de vous exprimer maintenant. Ne soyez pas timide. Alors, Dorothée a une question. Merci Dorothée. Enfin, je pense qu'elle a une question. Deux plans différents lorsque l'activité s'articule en boutique et en e-commerce. Vous voulez dire deux plans d'action différents ? Alors, là, autant la roadmap qui, elle, tient compte de l'environnement extérieur peut s'articuler sur, je ne sais pas si je vais... Donc, deux activités. Oui, alors, roadmap et plan d'action, qui sont liés, hein, vous l'avez compris, bien sûr, se définissent par domaine. Donc, vous pourriez très bien dire, j'ai aujourd'hui une roadmap générique, parce que c'est la même entreprise qui est liée à un changement d'image, et ça va concerner les deux activités. Mais vous pouvez très bien avoir une roadmap sur, par exemple, comment est-ce que je digitalise ma boutique. Ça ne va pas concerner forcément l'e-commerce. Donc la roadmap, là, ici, et le plan d'action qui vont en découler ne seront liés qu'à l'activité boutique. De même, vous pourriez avoir des roadmaps et des plans d'action en e-commerce pour améliorer l'ergonomie du site web, pour améliorer le trafic sur le site web. Enfin, on peut, selon les types de domaines, bien évidemment, s'adresser à l'une ou l'autre des deux activités. Pour une même société, oui Dorothée, hein, c'est ça, donc pour une même société. Soit le domaine que vous allez toucher, il est transversal à la même société, mais aux deux activités, auquel cas on a une seule roadmap et un plan d'action, soit effectivement ça concerne que l'une des deux activités, auquel cas on va faire une seule roadmap, enfin une roadmap par activité. Merci Dorothée pour la question. Alors, la transformation digitale, c'est un élément de stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise, elle est définie par, bien sûr, la direction générale, par les plus hautes instances de l'entreprise. Et une stratégie d'entreprise pourrait être de dire, notre entreprise n'est pas aujourd'hui suffisamment digitale, donc on va rentrer dans un phénomène, dans un mécanisme de transformation digitale. C'est ma stratégie pour, mettons, les 3 prochaines années. L'orientation, c'est transformation digitale. Le schéma directeur du SI, effectivement, va se caler par rapport à cette stratégie d'entreprise qui est la transformation digitale. Mohamed, je réponds à la question. Voilà. Merci de cette précision. Comment uniformiser la BD clients quand les logiciels sont imposés par des constructeurs? Alors ça Alice, effectivement, c'est un petit peu complexe, mais une des solutions, quand vous parlez constructeurs, c'est dans le domaine de l'automobile? Je laisse Alice répondre. Oui, très bien. Alors, je réponds d'autant mieux à cette question on travaille sur ces sujets-là aujourd'hui, actuellement, notamment avec un partenaire dans le domaine de l'automobile, pour que des grands comptes automobiles qui ont, par exemple, 25, 20, 30 concessions et qui sont multimarques,
puissent avoir un référentiel client unique qui va leur permettre d'asseoir leur communication digitale avec une vision plus globale du client et du foyer. Parce que vous savez, monsieur et madame ont souvent une voiture, monsieur peut acheter une marque et madame une autre marque, qui ne sont pas forcément dans le même groupe ou qui peuvent être dans le même groupe. Et le fait d'avoir cette notion-là, plus après il y a les enfants qui viennent derrière. Donc en fait, ces connaissances qui peuvent être agrégées au sein de l'ensemble des concessions et des agences peuvent faciliter le marketing du groupe. Encore faut-il après avoir une vision groupe. Donc la solution, Alice, c'est effectivement d'avoir à l'extérieur, d'extraire les informations des différentes solutions constructeurs, si c'est possible techniquement, et là il peut y avoir effectivement une impossibilité technique de récupérer ces informations, ces flux d'informations pour pouvoir les agréger donc dans le référentiel client unique. Oui, alors techniquement parlant, oui, c'est la difficulté, mais néanmoins, à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'on a une informatique moderne, c'est plus une question de volonté qu'une question d'aspect technique. Mettre en place ces types de logiciels de segmentation en interface, en interne sur le back-office de notre site fait maison. Alors oui, aujourd'hui, vous avez Dorothée, je réponds à la question je reviendrai Alice après la réponse à Dorothée. Nous puissions mettre en place ces types de logiciels de segmentation en interne sur le back-office de notre site fait maison, PHP. Oui, alors quand vous avez un site maison, Dorothée, on peut exporter les données, on peut aller les lire directement parce qu'elles doivent être dans une base SQL, avec des logiciels de segmentation, des logiciels d'analyse, c'est tout à fait possible. Alors après, ça dépend, quand vous parlez de segmentation, vous parlez d'outils de requêtage, on peut parler d'outils de marketing prédictif, donc des outils qui vont nous faire des analyses descriptives et prédictives de comportement. Donc oui, ça c'est tout à fait possible parce que, encore une fois, votre site PHP fait appel certainement à une base SQL. Alors, je pense qu'il nous manque, Alice, une informatique moderne. Ça, je ne sais pas répondre à votre question. Alors, nous arrivons au bout. Oui, cela devient de plus en plus dur. Alors, attendez, Alice, c'est une affirmation. Je pense qu'il nous manque l'informatique moderne. Bon, moi, Alice, je ne sais pas juger. Là, je ne vous connais pas suffisamment pour confirmer ou pas ce que vous me dites, mais c'est tout à fait possible. Dorothée, sachez qu'il n'y a pas de contrainte aujourd'hui quand on fait du PHP, si on a une base SQL, voilà. OK pour Dorothée, bon, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, merci pour ces questions très intéressantes et qui sont récurrentes, hein, je vous rassure. Les questions que vous vous posez, messieurs, mesdames, sont tout à fait traditionnelles. Merci Dorothée. Alors, pensez à vous inscrire tout de suite pour le webinar Smart Data parce que ça va vous intéresser concernant, vu ce qui vient d'être dit. Alors Patrick, merci. Oui, la remarque, on peut passer sur WordPress. Enfin, sur WordPress, on aura quand même une base de données SQL. Il sera peut-être plus facile d'exporter les informations parce qu'on aura une interface back-office plus sympathique, mais on sera tout de même sur voilà. Donc, inscrivez-vous d'ores et déjà au webinaire du 21 sur la Smart Data parce qu'on apportera des précisions par rapport aux questions que vous venez de nous poser. Inscrite. Merci Dorothée. Il me reste à vous remercier. Si vous n'avez plus de questions, parfait Alice. J'ai 2 supportrices de plus, super. Soignez bien vos malades. Je vous donne rendez-vous donc le 21
Et d'ici là, si vous avez besoin de nous contacter, amabis.com, vous avez le numéro de téléphone également. Et donc, je vous donne rendez-vous le 21 en meilleure forme pour tous. À bientôt. Merci. Au revoir à tous.